ça me fait vraiment très plaisir d'être ici aujourd'hui parce que justement, cette idée de la justice climatique n'est plus du tout une idée farfelue. Ça y est, aujourd'hui on retrouve des procès pour la justice climatique un peu partout dans le monde. Et je pense que c'est exactement la question du défi qui a été relevée à l'époque, qui se repose aujourd'hui sur la question des droits de la nature et de reconnaître des droits à la nature. Donc, entre-temps, j'ai travaillé pour l'association Nature Rights, qui est une association qui fait du plaidoyer pour la reconnaissance des droits de la nature, donc, et des droits des peuples autochtones. J'ai pas mal voyagé en Amazonie française, justement, pour me battre, notamment sur des projets extractivistes comme le projet Montagne d'Or et les forages de Total au large de la Guyane française. Et en revenant, donc du coup, j'ai fondé avec des amis l'association Wild Legal, qui est une association qui fait de la formation à destination du grand public, mais aussi des étudiants juristes, pour former la prochaine génération, en fait, d'avocats qui défendra pas que le climat, mais aussi les droits de la nature, la biodiversité, la terre, tout simplement. Et donc, je voudrais commencer par un petit exemple de ce que ça peut donner, les droits de la nature, parce que je ne vais pas vous reparler en fait, des ours polaires, de la disparition des espèces, parce qu'en fait, vous êtes tous au courant, on est tous au courant aujourd'hui. Donc, je vais plutôt commencer par un exemple de ce qu'on fait et de ce qui peut être fait, ce qui se fait dans d'autres États. Et ça, c'est l'histoire de ce qui s'est passé en Colombie. Il y a 25 jeunes en Colombie qui ont décidé, face en fait, au problème de déforestation massive, après la COP, la déforestation a continué, alors que l'État colombien s'était engagé à stopper la déforestation. Elle avait encore augmenté de 44% entre 2015 et 2016, c'est-à-dire suite à la COP. Et ces 26 jeunes se sont mis ensemble et ont demandé aux juges de reconnaître la violation de leurs droits, qui étaient directement impactés par le changement climatique et la déforestation. Et en première instance, ça a été un échec. Le juge a dit non. Mais ils ont persisté. Et ils ont eu un soutien assez inattendu en faisant appel, c'est-à-dire que le procureur de la République de Colombie a non seulement dit qu'effectivement il y avait un souci par rapport aux droits de ces jeunes, leur droit à un environnement sain, leur droit à la vie, mais qu'il y avait encore un souci plus grave, et il demandait aux juges d'étudier la possibilité de reconnaître des droits à la nature, et notamment donc à l'Amazonie colombienne. Et le juge a effectivement étudié cette piste et fini par reconnaître que non seulement l'Amazonie est sujet de droits, mais qu'en plus, les droits de ses enfants et des générations futures étaient directement impactés par le réchauffement climatique et par la déforestation. Et il a imposé à l'État de prendre des mesures sur le court, le moyen et le long terme pour mettre un terme à la déforestation de l'Amazonie, mais en plus d'écrire de façon collaborative avec ces jeunes et avec les populations impactées par la déforestation, ce qu'il a appelé un pacte intergénérationnel pour l'Amazonie colombienne, qui regrouperait donc ces principes de solidarité intergénérationnelle et d'équité face aux générations futures. Et ça, c'est des concepts complètement novateurs qui nous enseignent qu'il faut encore aller chercher d'autres principes, en fait, pour élargir notre droit tel qu'il est actuellement, parce qu'on le voit bien, malheureusement, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant du tout pour répondre à la crise vers laquelle on va aujourd'hui. Alors, pourquoi reconnaître des droits à la nature ? Est-ce que c'est purement cosmétique ? Est-ce que c'est symbolique ? Pourquoi est-ce que dans le monde entier aujourd'hui, il y a des États qui commencent à passer ce premier seuil, en fait, et à se poser la question de est-ce qu'il faut reconnaître des droits à la nature ? C'est le cas en Nouvelle-Zélande, c'est le cas en Inde, c'est le cas aux États-Unis de plus en plus. Et si on propose la reconnaissance des droits des écosystèmes, c'est tout simplement parce qu'il faut un renversement des valeurs actuellement. Reconnaître des droits à la nature, ce n'est pas une mesure cosmétique, ce n'est pas symbolique. C'est faire en sorte que dans le mode de décision qui est le nôtre actuellement, on reconnaisse que la nature a une valeur intrinsèque en tant qu'écosystème. Ça sert au moment où nos décideurs ou nos administrations font des choix. Et aujourd'hui, malheureusement, nos choix ils sont majoritairement dictés par des motivations économiques, celle de la création d'emplois, très souvent. Et ça sert également, les droits de la nature servent également aux citoyens, comme nous, qui veulent aller en justice et défendre la nature. Il y en a énormément en France, le nombre d'associations écologistes, c'est extraordinaire, et heureusement d'ailleurs.
Mais le problème, c'est qu'il manque les outils aujourd'hui pour défendre cet environnement de façon correcte. C'est-à-dire que trop souvent, déjà, les associations n'ont pas forcément intérêt à agir. On ne leur reconnaît pas en fait le droit de protéger les écosystèmes, très souvent, ce qui est quand même une aberration. Et en plus de ça, les écosystèmes ne sont pas toujours considérés à la même valeur en fait que les humains. Les non-humains n'ont pas les mêmes droits que les humains. Et c'est en fait dans cette dualité qu'il faut réfléchir et se poser la question de la reconnaissance des droits de la nature. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve donc dans une situation où cette relation entre les droits de l'homme, finalement, et les droits humains, on sent bien qu'il y a une corrélation entre les deux, qu'il y a une synergie qui est en train de se faire, et en particulier parce qu'on est dans l'urgence. Et donc, comme on a reconnu que les hommes étaient libres et égaux en droit, il faut maintenant se poser la question justement si on ne serait pas justement sur un pied d'égalité finalement avec les autres espèces et avec les non-humains. Quand on s'est posé la question de reconnaître les mêmes droits à tous les êtres humains, quand on s'est posé la question de savoir si les femmes avaient le droit de vote au même titre que les hommes avaient le droit de vote, quand on s'est posé la question de pourquoi est-ce que les Noirs étaient dans des situations d'esclavage, pourquoi est-ce que les autochtones en Amérique latine n'étaient pas considérés comme des humains à part entière. Quand on s'est posé ces questions, on a fini par justement aboutir à une avancée. On s'est questionné et aujourd'hui, je pense qu'effectivement, on est face à la même situation, c'est-à-dire qu'au même titre qu'on s'est questionné il y a quelques centaines d'années sur la question de l'esclavage et de réduire justement les autres humains à un stade inférieur à nous, il faut se poser la question aujourd'hui de est-ce qu'on ne pourrait pas justement accorder des droits aux éléments naturels. Il faut savoir que quand justement on est sorti de l'esclavage, un des arguments phares, c'était de dire mais toute notre société repose sur l'esclavagisme, tout notre modèle économique repose sur cette manne humaine, cette force de travail humaine esclave. Et aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est exactement le même discours. D'ailleurs, notre modèle actuellement, il repose sur la prédation, sur le pillage, sur l'exploitation de la nature. Aujourd'hui, en France, notre empreinte écologique, si on peut le dire comme ça, c'est 900 esclaves thermiques par jour à notre disposition pour satisfaire notre mode de vie. C'est-à-dire qu'on déploie une énergie pour nous-mêmes, notre corps, mais on a besoin aussi de 900 autres personnes, de 900 autres esclaves invisibles mais présents pour soutenir notre mode de vie. Quand vous prenez l'ascenseur, quand vous payez avec votre carte bleue, quand vous utilisez votre ordinateur, en fait, tout ça a une facture thermique. Et cette facture thermique, elle repose en fait principalement sur l'utilisation du pétrole, du gaz et de toutes les ressources naturelles qui sont à votre disposition tous les jours pour satisfaire vos besoins. Et ça, c'est malheureusement tiré de l'exploitation de la nature, il faut en être conscient. Donc on est passé d'une société qui reposait sur l'esclavage humain à une société qui repose exclusivement sur l'esclavage de la nature. Et reconnaître des droits à la nature, c'est se poser la question si cette société, justement, doit aller de l'avant. On voit bien qu'on atteint, en fait, une rupture entre, justement, notre modèle social qui repose sur l'appropriation de la nature et ce qu'il va falloir mettre en place demain pour pouvoir respecter, tout simplement, l'équilibre biologique de notre planète. Et ce qu'on propose par la reconnaissance des droits de la nature, c'est, en fait, tout simplement le respect des lois du vivant. Les lois du vivant, c'est tout simplement introduire dans notre droit positif, celui qu'on s'applique en tant que société, les schémas de fonctionnement qui sont ceux de la nature. Parce qu'aujourd'hui, on a un modèle extractiviste qui est encouragé politiquement, qui est autorisé juridiquement, qui est validé par toutes nos théories économiques capitalistes, consuméristes, mais à aucun moment, ces trois stades de validation pourront faire obstacle au fait tout simplement que le stock
si on peut le dire comme ça, de ressources naturelles est en train de s'effondrer et que tout simplement, ce modèle de société, il a beau être validé par les plus grands théoriciens de l'économie, les plus grands juristes et les plus grands hommes politiques, si on veut le dire de cette façon, eh bien, il ne pourra jamais faire face tout simplement aux limites planétaires, au fait que nous sommes en train de franchir l'ensemble des seuils tolérables qui s'appliquent à notre planète en termes de fonctionnement biologique. Je vous prends un exemple tout bête, c'est celui de l'or, par exemple, parce que pour avoir travaillé en Guyane, je vois assez bien les ravages que ça provoque sur ce territoire. C'est toute l'histoire, en fait, de l'Amérique latine aussi, en même temps. C'est-à-dire une société qui repose sur l'extraction minière de ressources qui ne sont pas renouvelables n'a tout simplement aucun avenir pérenne à espérer. Cela ne fait pas de sens. S'appuyer sur des ressources non renouvelables pour invoquer une croissance infinie, durable, ça n'a aucun sens en termes de système écologique. Et aujourd'hui, justement, ce qu'on propose, c'est d'aller plus loin, c'est de remettre les droits du vivant au centre de notre réflexion. Je ne vous parle pas de donner les mêmes droits que les humains à la nature. Il ne s'agit pas de, en fait, anthropomorphiser un droit humain à tous les éléments naturels. Il s'agit, en revanche, d'adapter des critères, notamment, par exemple, l'intégrité, le droit à l'intégrité, le droit à la dignité des écosystèmes et de l'adapter aux différents écosystèmes pour qu'ils soient applicables. De la même façon qu'on se reconnaît à nous, les humains, des droits inaliénables, il va falloir reconnaître aussi aux écosystèmes des droits différenciés, mais tout aussi inaliénables à perdurer, à reproduire des cycles vitaux. On le voit d'ailleurs quand on modifie par exemple les systèmes aquatiques. Le système de l'eau, le système de la vie, en fait, celui qui porte la vie, aujourd'hui est entièrement bouleversé par le réchauffement climatique. Ça va avoir des effets graves sur nous les humains, mais aussi sur tout l'ensemble de la chaîne alimentaire, de la chaîne du vivant. Et donc reconnaître finalement nos impacts sur les écosystèmes et protéger nos écosystèmes, c'est tout le but, toute la démarche de la reconnaissance des droits de la nature. Et en même temps, il ne s'agit pas uniquement de reconnaître des droits aux écosystèmes, il s'agit aussi de faire en sorte que dans notre droit en France, on reconnaisse les limites planétaires, les seuils au-delà desquels on ne peut pas aller sans impacter le processus normal du vivant, et sanctionner les crimes les plus graves en matière de violation des droits des écosystèmes par ce qu'on appelle donc le crime d'écocide. Ce sont des travaux sur lesquels on travaille en ce moment donc avec Valérie Cabanès. Juste pour finir, donc on travaille à une proposition de loi pour intégrer les limites planétaires et le crime d'écocide dans le droit français. Et Valérie mène un combat depuis des années pour le porter également au niveau de la Cour pénale internationale dans le statut de Rome. En ce moment, on est en discussion avec de nombreux députés. Il y a une proposition de loi qui est déjà déposée, qui sera débattue la semaine prochaine devant la commission des lois. Donc on se bat pour faire rentrer donc, dans les définitions du droit, donc du crime d'écocide et les limites planétaires. Et ça passera en séance publique à l'Assemblée nationale le 5 décembre. Donc je vous invite à suivre ce sujet parce qu'on a besoin en fait du soutien de tous pour faire en sorte que ces sujets soient mis sur la place publique, qu'ils deviennent inévitables et qu'on renverse la table en fait de façon littérale, parce qu'il faut tout changer dans notre relation vivante, dans notre relation au monde, et donc reconnaître la nature et notre lien d'interdépendance avec elle.